Bonjour Nelly. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un numéro spécial de Comme à la maison parce que nous avons demandé à des parents de pouvoir nous poser des questions. Et nous en avons retenu deux. Tout à fait. Donc nous avons retenu deux questions et on va essayer d'y répondre. Alors n'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre point de vue aussi, à échanger avec nous sur ce que ces questions vous inspirent, nos tentatives de réponse vous inspirent. Vos remarques seront les bienvenues. Alors la première question c'est time out, oui ou non? Alors Time out, oui ou non? moi déjà Nelly, j'aimerais que tu m'éclaires sur c'est quoi le time out. Alors, c'est quoi le time out? Alors, le time out, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, cette dernière année au minimum. Le time out a été un peu popularisé par Caroline Goldman, qui est docteur en psychopathologie clinique. Elle s'occupe essentiellement des enfants. Et en fait, elle s'est opposée, elle s'est positionnée très clairement sur les dangers comment je pourrais dire ça, l'éducation positive à tout va. Alors elle est pour une éducation bienveillante, elle considère que on doit considérer l'enfant, prendre soin de lui, l'accompagner à grandir, mais elle s'oppose dans ses propos à Isabelle Filiosa ou au docteur Guéguen. Je dis docteur Guéguen, j'ai un doute, est-ce qu'elle est docteur peut-être, je crois. Mais en tout cas, elle s'oppose à ces professionnels qui, elles, de leur côté, prônent l'éducation positive et être à l'écoute permanente de l'enfant. Et Caroline Goldman considère que, un moment, quand l'enfant dépasse une limite, c'est important de lui marquer cette limite de façon ferme, et notamment, par exemple, via le time out, et lui permettre, donc lui dire, là, pour l'instant, tu ennuies le monde, tu agresses mes oreilles, tu n'as pas un comportement adapté, adéquat dans cette famille ou dans cette communauté, l'école, le centre social ou autre. Donc tu vas te calmer dans ta chambre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, selon l'âge de l'enfant. Et en fait, c'est une sanction, c'est-à-dire qu'au préalable, l'enfant est prévenu que potentiellement ça peut arriver. Et donc, par cette sanction, le parent marque sa désapprobation en disant ça, c'est pas du tout adapté. Ce n'est pas adapté. Là où Isabelle Filiosa, par exemple, va plutôt demander à interroger le comportement de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que l'enfant se comporte comme ça? Quelle est son émotion? Quels mots on peut l'accompagner à mettre? Demandant aux parents d'être solides, fermes, enfin tu vois, c'est un peu ça. Et donc le time out a été un peu décrié et en même temps c'est un outil. C'est un outil qui permet aux parents de faire respecter des limites ou même de se respecter. Alors c'est vrai qu'il y a un peu une controverse autour de la punition, entre guillemets, hein, ça peut être considéré comme une punition. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de, à un moment donné, l'émotion de mon enfant monte, mon émotion à moi en tant que parent, en tant qu'adulte monte aussi. Et à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre en place le time out pour protéger son enfant et aussi pour se protéger soi de gestes qu'on pourrait regretter comme mettre une fessée, taper son enfant, que de laisser monter et qu'au final on regrette le geste qu'on a, alors que le fait de mettre en place le time out, ça peut permettre à l'enfant de dire je te protège parce que là mon émotion est trop importante et je n'arrive pas à la gérer, et pour te protéger je te propose d'aller 10 minutes te calmer dans ta chambre pour que moi aussi je puisse redescendre. Alors ça pourrait être finalement un peu le discours d'Isabelle Filiosa. C'est-à-dire que toi, enfin, je vais être caricaturale et donc peut-être grossière, mais globalement, c'est oh, toi,
enfant si précieux, c'est pas toi qui embête le monde, c'est moi qui suis un peu dans mon émotion et c'est trop difficile et donc je te protège de moi et voilà. Caroline Goldman, elle va plutôt proposer que l'adulte soit solide. Et en fait, l'idée, c'est pas justement d'attendre cette montée de violence, c'est de voir que non, là, ce qui est en train de se passer, c'est pas ok. Et en fait, vu que quand je te dis stop, tu ne comprends pas, là, tu vas dans ta chambre. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de on ne t'embarque pas, il y a rien de tout ça. Le parent n'est pas débordé par son émotion parce que justement, il intervient avant. Et donc, c'est fait, tu vois, c'est fait dans un esprit plus. Il n'y a, y a pas d'idée d'aller protéger l'enfant. Il y a plutôt une idée de, avant d'entrer dans des états qui ne sont ni bons ni pour l'un ni pour l'autre, et avant d'entrer là-dedans, et pour que l'enfant comprenne que son comportement n'est pas adapté dans notre société là, eh ben, il va être mis à l'écart de notre société. Enfin, voilà, je caricature, mais à l'écart de la famille, à l'écart de la fratrie, à l'écart de... pour dire de... Bah, ça, c'est pas ok, c'est pas acceptable, donc tu t'en vas. D'accord. Tu vois, et... Alors, time out ou pas... C'est difficile de répondre, est-ce que c'est bien ou pas bien. Ça va dépendre aussi les convictions du parent, vers quoi il veut le tendre dans l'éducation de son enfant et comment il gère cette position de cadre, cette gestion des émotions auprès de son enfant. Oui, et puis ce que Caroline Goldman met en exergue, donc met en avant, et ce qu'elle démontre aussi, c'est que trop de trop tue le trop, quoi. C'est-à-dire qu'à trop vouloir être dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans c'est ton émotion, le parent est nié, oublié, gommé, épuisé. Souvent, ce sont les mamans d'ailleurs. Hein, ça sera l'objet, c'est aussi l'objet de nos sujets hein, tout au long de cette année. Mais il y a de l'épuisement parce que en fait, à trop vouloir essayer de comprendre, à trop faire un peu de la psychologie de comptoir, on ne pose plus de cadre, on ne pose plus de règles. Et Caroline Goldman explique qu'elle voit des parents arriver avec des enfants un peu qui se sentent tout puissants et des parents complètement dépassés qui ne savent plus ce qui est ok ou pas de faire, ou pas dire. Et donc, encore une fois, ce n'est qu'un outil. Mais par contre, cet outil, et peut-être cette question pose euh, donne envie de revenir un peu aux bases. Et peut-être à notre seconde question, parce que finalement, nos bases, c'est l'éducation. Mm. C'est quoi l'éducation? Et quels outils sont à disposition? Nous sommes d'accord, toi et moi, et on le porte très fort pour dire que la violence, c'est non. Ni violence verbale, ni violence physique. Tout à fait. Voilà, on ne frappe pas les enfants, on n'insulte pas les enfants, on ne secoue pas les enfants, on n'agrippe pas les enfants, on ne les griffe pas, on ne les mord pas, on ne fait pas de mal à un enfant. Au même titre qu'on n'accepte pas que les enfants se fassent du mal entre eux ou on fasse du mal à nous. Et là, c'est là où il y a quelque chose qui est pointé. C'est-à-dire qu'en gros, Caroline Goldman dit comment on fait dire à un enfant ça c'est pas ok comme comportement, ça c'est pas possible, tu ne peux pas frapper, c'est non. Ce n'est pas négociable. Là où Isabelle Filiosa va poser le non, mais elle va demander à comprendre ce qu'il se passe pour l'enfant derrière l'enfant. Est-ce que c'est le rôle du parent? Ou est-ce que, une fois que c'est répétitif, c'est peut-être le rôle d'un professionnel de s'intéresser à ça? Est-ce que c'est vraiment le rôle du parent d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Ça s'interroge. Donc time out, oui ou pas, j'ai envie de dire que ça va dépendre de vos sensibilités et de votre de la façon dont on va poser le cadre et les limites aussi. Un très bel atelier d'ailleurs, mon enfant deviendra grand. Tout à fait, cadre et limite. Exactement. Donc voilà. Merci Nelly pour cet éclairage sur cette question. On a eu une deuxième question qui n'est pas facile à répondre. On a eu la question c'est quoi être un bon parent et comment on sait qu'on est un bon parent?
c'est pas facile comme question. Non, non, et puis ça vient forcément taper à la porte de l'ego en tant que personne, en tant que parent bien sûr, mais en tant que personne, parce que oui, c'est quoi être un bon parent? Bah, déjà, être un parent suffisamment bon, c'est un bon début. Déjà, il n'y a pas de recette miracle. Non. On apprend à devenir parent, on ne naît pas parent, mais on apprend à le devenir. Et je pense qu'on apprend toute sa vie, qu'on ait un, deux ou trois enfants ou plus, on continue notre apprentissage en tant que parent. Oui, tu vois, ça me fait penser à Jérôme Aubry, notre président d'association, qui pendant longtemps expliquait que à l'école on nous apprend à compter, on nous apprend à lire, après on nous apprend les compétences sociales les uns des autres, on nous apprend l'histoire, enfin voilà, mais effectivement jamais on ne nous apprend à devenir parent. Il n'y a pas de recette quoi. Il n'y a pas de recette, mais comment on sait qu'on est suffisamment bon. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Euh, Ça parle peut-être de confiance en soi. Quand on a suffisamment confiance en soi, on peut avoir suffisamment confiance en l'autre, et l'autre peut être aussi notre enfant. C'est aussi ça, hein, être un bon parent. Je pense que c'est savoir se détacher, savoir que nos enfants, on ne les fait pas pour soi. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, on s'est interrogé à savoir comment on allait appeler cette séquence. On avait parlé de la boîte à questions, c'est déjà pris. Nous, on avait aussi parlé de questions de parents, et puis finalement, on se disait, mais oui, mais il n'y a pas que des parents qui gravitent autour des enfants. Il y a tout un tas de gens, il y a des pros, il y a des tatas, des tontons, des grands-pères, des grands-mères, des sœurs, des frères, des petites, des grandes sœurs, enfin des grands frères. Et, euh, et finalement, enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à se dire, euh, il faut tout un village pour élever un enfant. Et peut-être qu'il y a de ça. On est suffisamment bon quand on veut bien se remettre en question, quand on discute les uns avec les autres. On est collègues, on est maman toutes les deux, Tout à fait, et il nous est arrivé d'échanger ensemble. tout à fait. On a des collègues qui n'ont pas d'enfants dans notre équipe. Pour autant, on échange avec ces collègues-là aussi, en leur demandant leur avis parfois, en partageant nos expériences d'aînés. C'est plus joli que de vieilles. Mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant, je trouve, dans une société où on n'a jamais été autant en réseau les uns les autres, preuve encore aujourd'hui à travers nos images, mais jamais autant en réseau et finalement si peu en lien. Beaucoup de parents nous disent à quel point ils se sentent seuls, Tout à fait. tu vois, face à leurs difficultés avec leurs enfants. Et tu vois, pour revenir à la question de tout à l'heure, euh, il y a tellement d'informations. Tout est tellement paradoxal. Nous, nos enfants sont grands. Enfin, moi, mes garçons sont grands, tes filles sont grandes. Et on n'avait pas autant, on n'a pas eu autant d'informations contradictoires sur comment accompagner les enfants. C'est vrai. Et puis il y a aussi, je pense, le regard des autres. Ben, si je fais ça avec mon enfant, comment je vais être jugée? Il y a des personnes qui se permettent de faire des jugements alors qu'on ne leur demande pas forcément leur avis C'est vrai. et où on peut se remettre en question alors qu'intérieurement on sait ce qu'on fait est bien pour son enfant, mais il peut y avoir quelqu'un qui va nous mettre le doute avec des petites phrases du genre tu devrais pas faire comme ça, t'es sûr qu'il faut faire comme ça? Et ça va mettre le doute aux parents alors qu'en fait il doit se faire confiance et si il pense qu'il est dans le bon chemin pour accompagner son enfant, ben, pour moi oui il est un bon parent.
Bah déjà, tant qu'il n'y a pas de violence physique, verbale, psychologique ou de violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les humiliations, euh, rabaisser l'enfant, venir un petit peu piquer son estime de soi. Déjà, quand il n'y a pas tout ça, on a plutôt de bonnes bases. C'est-à-dire que de l'amour vrai, sincère, qui n'empêche pas le cadre. Poser un cadre, ça ne signifie pas qu'on n'aime pas. Un enfant qui a faim, on peut lui proposer une pomme, une banane, des fraises selon la saison. Et s'il veut absolument un gâteau, parce qu'il veut un gâteau, parce que ben, le parent a le droit de ne pas céder parce qu'il considère que ben, c'est pas ok. Et c'est pas maltraitant que de ne pas céder à ça, par exemple. Tout à fait. On en revient au cadre, aux règles et aux limites. Et aux limites. Je pense que effectivement, est-ce qu'il n'y a pas de ça aujourd'hui, de se dire poser un cadre clair auquel on se tient, euh, avec beaucoup d'amour dedans, beaucoup de rire, rire avec ses enfants, sortir, regarder la nature, voir les étoiles, contempler, faire du sport, parler, rigoler. Euh, c'est quand même des temps précieux qui vont permettre de nourrir aussi l'imaginaire de l'enfant, qui vont aller bâtir, poser des briques de sa construction. Déjà, quand il y a ces bases-là, on est déjà un parent pas trop mauvais, quoi. Hein. Comme on dirait dans le jargon professionnel, passer des temps de qualité avec son Ouais. enfant. C'est pas la durée qui compte, mais des fois, vaut mieux des Oui. temps plus courts, mais de qualité où le parent est physiquement et psychiquement Oui, bien disponible sûr. pour son enfant, que passer par exemple 2 heures, mais que durant ces 2 heures, et ben en fait, il va être à répondre à son téléphone, envoyer des messages, à faire sa liste de courses, à se dire bah tiens on va manger quoi, bah peut-être que ça sera un temps de moins bonne qualité que de passer 20 minutes, mais où le parent est vraiment en tête à tête avec son enfant. Oui, oui, même, c'est vrai que quelques minutes de qualité suffisent à nourrir l'enfant qui vit de toute façon 1000 expériences sur une journée de 24 heures, quoi. Sur une journée de 24 heures, on a l'occasion d'en vivre. Et puis peut-être que être un bon parent, euh, bah, c'est aussi déjà s'interroger de savoir est-ce que je suis un bon parent. Ça, c'est déjà probablement. Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où on se pose la question est-ce que je fais bien, c'est que déjà on a une certaine remise en question de ce qu'on fait pour son enfant et Hmm. que on a envie de bien faire. Oui, alors, et pour son enfant et pour notre société. Alors, c'est peut-être pas très moderne aujourd'hui, mais nos enfants font partie d'un tout et on ne les éduque pas uniquement pour eux, mais on les éduque aussi dans le cadre de vivre en société. Hein, on parle aussi du bien grandir, du devenir citoyen. Ben oui, l'idée c'est de pouvoir vivre ensemble et tous ensemble. Et pour ça, il y a besoin d'accompagner à la tolérance, à la frustration aussi, de ne pas toujours avoir tout ce qu'on veut, là, maintenant, tout de suite. Nous, on accompagne beaucoup les enfants et les parents à leur dire c'est ok, enfin, vous avez le droit. Il y a aussi la période de l'adolescence qui n'est pas tout le temps facile et hein, personnellement je suis en plein dedans Ah, avec mes propres enfants. on s'en sort, ouais. Et c'est vrai que ben, des fois, on sait qu'on va poser un cadre, on va poser un stop, on va poser un non pour leur bien, même si on sait que derrière, on va rentrer en confrontation avec eux parce qu'ils sont dans une période de rébellion où ils veulent aussi s'affirmer. Mais même si on sait que ça va passer par des moments un peu compliqués, ben, on est obligé pour les faire grandir de leur dire des fois, là c'est stop. Alors son nom m'échappe, mais il y avait une psy qui disait que l'adolescence était obligatoire, mais la crise ne l'était pas. Et je pense que parfois les parents se projettent trop vers une potentielle crise d'adolescence qui n'arrive pas forcément.
Pour autant, alors, j'aime mes enfants par-dessus tout. Mais qu'est-ce que j'ai détesté l'adolescence. Et c'est vraiment venu, moi, me confronter dans justement l'éducation bienveillante que j'ai voulu donner à mes enfants. Preuver que je n'ai pas forcément donné une éducation, en tout cas positive, bienveillante à mes enfants, pas uniquement pour eux, mais aussi parce que j'espérais quelque chose. Et notamment à l'adolescence, moi j'espérais, je me suis dit, ils sont grands, ils ont des cerveaux bien faits. J'avais en tout cas cette chance-là d'avoir des enfants qui réfléchissent. Et je m'étais dit, il suffira de discuter, c'est facile. Et ça roulera. Oui, ben non. Eh ben non, pas du tout. Et en fait, ça m'a tellement déstabilisée, mais parce que j'avais créé ça chez moi, dans mon foyer, à tout temps tout négocier, tout discuter, tout. Je leur ai donné. Alors c'est chouette, c'est une force, c'est une grande qualité qu'ils ont, et ils savent discuter, converser. Et en même temps, à l'adolescence, c'était dur, quoi. Parce qu'il fallait. Enfin, ouais, tout le temps, ce que tu dis, quoi. Et je me dis, peut-être que parfois, si j'avais marqué les limites plus fort quand ils étaient petits, probablement que ça aurait été plus fluide à l'adolescence. Alors, il y aurait eu d'autres soucis, et c'est normal. Mais c'est vrai que tu as raison. L'adolescence, c'est une période particulière quand même. Hein. Je te le confirme. Et en même temps, tu vois, pour revenir au tout début de la question, c'était d'ailleurs de vraies discussions avec mon mari. J'ai toujours eu confiance aux outils que je leur avais transmis, aux valeurs que je leur avais transmises, et au fait qu'à un moment ou un autre, les hommes, parce que j'ai que des gars, les hommes qu'ils devenaient allaient savoir coordonner tout ça. Mais en fait, peu importe les bêtises qu'ils ont pu faire, j'ai toujours eu confiance en ça, et ça, je ne regrette pas parce que je suis assez convaincue que c'est quand même ce qui a permis d'être solide, tu vois. Donc, aie confiance en tout ce que tu leur as donné à tes filles. Faites confiance à ce que vous avez fait, au travail que vous avez mené, à l'expérience que vous avez acquise avec les années, parce que finalement, ça paye un moment. Tout à fait. Et c'est vrai que ayez confiance en vous en tant que parent et ne vous souciez pas forcément à chaque fois du qu'en dira-t-on, du regard des autres. Tant que, comme Nelly le disait, il n'y a pas d'acte de violence, de maltraitance, et faites-vous confiance en tant que parent. Oui, et puis ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. C'est il faut tout un village pour élever un enfant. C'est ça, on peut demander de l'aide à un membre de la famille. Si son enfant va en crèche, on peut demander de l'aide aux professionnels de la crèche. Il existe aussi les services de PMI. Alors souvent, ils sont associés PMI égale placement. Oui. Dans beaucoup de... Ce qui est dommage parce que c'est pas le cas. C'est ça. Et au final, non, il y a les consultations PMI qui sont faites par le médecin de PMI ou une puéricultrice et qui sont là pour donner des conseils aux parents. J'ai appris récemment aussi que en fait, elle faisait aussi des consultations pour les femmes enceintes. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est quelque chose dont les parents ne sont pas forcément au informés, courant. Et pas. des fois, en fait, d'aller dans la PMI du secteur, il peut y avoir plein de ressources. Il y a beaucoup d'associations de parents aussi. Il y a des endroits gratuits où vous pouvez rencontrer différents pédagogues qui vous écouteront. Fuyez ceux qui savent, qui savent exactement comment faire. Voilà, fuyez. Fuyez. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc voilà. Il y a des psychologues aussi, vous pouvez parfois vous allez ressentir vous le besoin d'être aidé, et devenir parent c'est aussi ça, hein. C'est aussi se confronter à sa propre image en tant qu'enfant. Parfois il y a peut-être besoin de faire un peu un chemin, de savoir quel enfant j'ai été, quel enfant j'aurais aimé, enfin voilà, comment j'aurais aimé être accompagnée, faire un peu peut-être ce deuil là, oui je sais pas comme ça que ça s'est passé mais c'était chouette quand même
ou pas, et pouvoir faire un peu le chemin pour pouvoir regarder son enfant comme un être à part entière et pas une continuité de nous, une continuité de nos bobos ou autre, hein. Ça, c'est peut-être parfois bien aussi. Donc des psychologues, psychiatres, tournez-vous vers des personnes diplômées. Alors c'est pas être diplômé, c'est pas forcément avoir pignon sur rue, hein. Renseignez-vous. Et en même temps, n'hésitez pas à aller demander de l'aide à vos amis, vos parents, vos frères, vos sœurs. Moi, je suis assez partisane en général de rapprochez-vous de vos parents, n'hésitez pas, ça peut être utile. Le dialogue, en tout cas, qu'on instaure avec ses parents quand nous-mêmes on devient parents, je le trouve intéressant. Je suis d'accord avec toi. Dans des relations saines, bien sûr. Et puis il y a nous aussi, hein. On a mis en place cet épisode de podcast aussi pour permettre aux parents de poser les questions qu'ils n'oseraient pas poser, des fois par honte. Des fois, c'est vrai qu'en tant que parent, on a peur de poser des questions en se disant peut-être que c'est une question bête, peut-être qu'on va penser que normalement je devrais savoir. Et en fait, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions, les questions que vous n'osez pas poser. On va mettre à la fin de cette vidéo un petit QR code pour que vous puissiez répondre si vous avez des questions, ou sinon on va mettre un lien en descriptif sous la vidéo où vous pourrez cliquer pour venir poser vos questions. Et encore une fois, on interagira avec vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager la vidéo, hein, ça nous permettra d'être vu par le plus grand nombre. Et puis on sélectionne des petites questions comme ça de temps en temps. Alors de parents ou de professionnels, hein, vous avez entendu, on n'est pas fixé. Boîte à questions, c'est déjà pris. Question de parents, bon bah oui mais on élargit. Donc tout est le bienvenu. En tout cas, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était comme toujours très intéressant. Et puis on se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.